Il y a 3 mois avec des potes, on a tenté le Kilimandjaro. On pensait que ça allait être facile, vu qu'on partait avec une grosse équipe, et qu'il n'y avait aucun danger, vu que ça ressemble à une randonnée. Eh ben on avait tort. J'ai mal partout. On a galéré, on a pleuré, Pourquoi on a fait ça à la base? on a failli abandonner, et on a tout filmé. Ça peut vite dégénérer, donc il faut que tu descendes, sinon c'est va y laisser ta peau en fait. Pour vous raconter ce voyage de fou, j'ai réuni les copains avec qui je l'ai fait. Vous êtes bons les gars? Quand tu veux. On est bon. Très bien. Et j'ai interrogé le docteur Stéphane Doutrelot Bonjour. du centre d'expertise sur l'altitude à Chamonix pour comprendre les différentes galères qu'on a eues. Mais avant d'en arriver là, c'est quoi le Kilimandjaro? Le Kilimandjaro, il est situé en Tanzanie, à la frontière du Kenya. Et c'est le mont le plus haut d'Afrique, avec un sommet à 5895 mètres. Niveau alpinisme, c'est pas très technique, mais c'est ça le piège. Beaucoup pensent que c'est une simple rando sur une montagne en Afrique, et pourtant, le danger est bien réel. Au-delà de 5000, en fait, même si tu es bien acclimaté, tu vas toujours te dégrader. Tu vas commencer à maigrir, à perdre du poids, il y a un moment donné où il faut que tu descendes, sinon tu vas y laisser ta peau en fait. En gros, plus on monte et moins on a d'oxygène. À partir de 3000 mètres, la quantité d'oxygène diminue d'un tiers, et à partir de 5000, il y a 50% d'oxygène en moins. Donc on respire moins bien et le moindre effort nous fatigue. Plus on disait aux gens qu'on partait au Kilimandjaro, et plus les gens disaient « Putain, t'es sûr ?» Avant de partir, on m'a envoyé cet article pour bien comprendre les dangers que représentait le Kilimandjaro. En 2014, au cours de l'ascension finale, vers 7530 mètres, un randonneur n'arrive plus à marcher. Vertige et trouble de la marche, c'est des signes neurologiques qui permettent de dire que tu supportes mal et que tu as un petit œdème cérébral qui commence à s'installer. Un œdème, c'est en gros un gonflement. Le cerveau manque d'oxygène et gonfle avec la pression atmosphérique. La boîte crânienne étant pas extensible, du coup la pression à l'intérieur du cerveau augmente. Ça peut vite dégénérer, donc il faut vite descendre ou vite se réoxygéner. Ouais. Malheureusement, aucun des guides ne prend cette décision et le randonneur veut continuer. C'est un ancien grand sportif et marathonien, il a déjà gravi le Mont Blanc, donc il veut aller au bout. L'équipe décide de le porter jusqu'au sommet, mais une fois en haut, son état se dégrade rapidement. Et malgré une redescente rapide, l'ancien marathonien s'effondre et meurt d'un œdème pulmonaire aigu. Cette histoire, on la découvre quelques jours avant de partir, donc forcément, on est moins serein. L'article du judoka, moi, il m'a mis un petit coup de flip parce que le gars est hyper sportif et il meurt là-dessus. Et en fait, en lisant l'histoire, le guide, il a poussé le gars au point de dire en fait, non, avec moi, tu peux pas ne pas y arriver. On a appris après, ce qu'il faut surtout pas faire. S'il faut redescendre, on descend et c'est ciao. Et c'est à partir de ce moment-là, au bout d'une semaine avant, que moi j'ai commencé à un peu baliser. Et maintenant qu'on a vu les dangers, par où on passe? Pour atteindre le sommet, il y a 5 routes possibles. La voie Marangou, qui se fait en 5 jours, aussi appelée la voie Coca-Cola, car beaucoup prise par les Américains. C'est une des voies les plus populaires parce qu'elle a des refuges sur chaque camp pour dormir. Ensuite, on a la voie Machamé, plus difficile que Marangou, elle se fait en 6 ou 7 jours. La voie Les Mochos, c'est la plus longue vu qu'elle peut se faire en 8 voire 9 jours, et c'est donc aussi la plus chère. La voie Chira rejoint celle de Les Mochos en voiture jusqu'au premier camp à 3600 mètres, et peut se faire ensuite en 4 ou 5 jours. Et enfin, la voie Rongai, la seule voie qui commence au nord du Kili. Elle se fait en 6 jours. Chaque voie a un taux de réussite différent. En gros, plus on prend le temps, mieux on s'acclimate, donc plus on a des chances d'atteindre le sommet. Nous, on décide de faire la voie Machamé sur 7 jours. Les premiers jours sont assez difficiles, puisqu'on passe très vite de 1800 mètres à 4600 mètres au camp de Lava Tower. Ensuite, on reste autour des 4000 mètres pendant 3 nuits, le temps de s'acclimater, avant de tenter l'ascension finale de nuit jusqu'au sommet à 5895 mètres. Et maintenant qu'on a vu par où on passait, faut que je vous présente l'équipe. Lui, c'est Guillaume, surnommé Griff. Il est graphiste, vous avez sûrement déjà vu son taf puisqu'il a bossé avec moi sur plein de vidéos du studio Bagel et qu'il bosse aussi pour Squeezie, Natou ou encore McFly et Carlito. On voyage souvent ensemble et j'ai notamment fait le Transsibérien en 2019 avec lui. Faudra que je vous raconte un jour ce voyage improbable en Sibérie, donc oublie pas de t'abonner. Ensuite, c'est Polo, qui est producteur, vous l'avez peut-être vu dans des making-of de Squeezie ou du studio Bagel ou en train de jouer de l'accordéon avec Natou. En voyage, c'est le gars qui enchaîne les galères, comme ici en Jordanie, quand son téléphone est tombé après un selfie. Ouais, bon. Là, c'est Antoine, surnommé Karache, il est ingé son et vous l'avez sans doute aussi vu dans un making-of. Bonjour. L'ingé son. Pendant les 7 jours, ça va être le docteur de la bande et il m'a sans doute sauvé le voyage. Il est arrivé avec une trousse de médicaments. Il y avait un truc contre le mal d'attitude, contre la diarrhée, contre le mal du cul, contre le mal des pieds. J'étais prêt. Quentin, c'est le plus discret de l'équipe, il est monteur et pareil, vous avez forcément vu son taf à un moment donné, puisqu'il a monté la plupart des vidéos du studio Bagel et dernièrement des épisodes du Flambeau et le film Le Visiteur du Futur. Rien que ça.
On a aussi fait le Transsibérien ensemble et le Burning Man en 2017. C'est génial! Et enfin, ça, c'est moi, le bon con qui a motivé tout le monde pour passer une semaine en enfer. Si vous me connaissez pas, je suis réalisateur. Et j'adore voyager et me retrouver dans des situations compliquées, comme ce jour où je me suis retrouvé en Corée du Nord. Et ça aussi, je vous le raconte bientôt en vidéo. Voilà, maintenant, vous savez qui on est, reste à savoir, est-ce qu'on est prêt? On avait globalement chacun une prépa différente. Pour moi, Karash et Quentin, vous étiez les deux les plus prêts. Karash fait beaucoup de sport, en courant notamment des semi-marathons. Je me suis très peu préparé parce qu'en fait, je suis prêt depuis vraiment très longtemps. Il se la raconte. Et il a eu la bonne idée de prendre du Diamox pour réduire au maximum le mal d'altitude. Ça va vous faire avoir moins de symptômes et si vous le gérez bien, c'est bon, ça se passe bien quoi. C'est le seul médicament qui a montré une réelle efficacité des pathologies d'altitude. En face, Quentin a déjà fait le Mont Blanc, donc a priori, l'altitude, il connaît. A priori oui, sauf que j'avais fait le Mont Blanc et qu'au-dessus de 4000 mètres, je me suis mis à gerber et à ne plus savoir marcher. Donc j'ai le mal de l'altitude, donc pas serein. Griff, lui, il a sa propre technique pour s'entraîner. J'ai arrêté de prendre l'ascenseur pour rentrer chez moi. C'est moi, j'ai pris l'escalier. En fait, moi, je savais pas du tout ce qu'on allait foutre. Moi, je croyais que c'était 3 jours avec des gîtes. On marche un peu, il y a des pina coladas, on boit des coups, il y a des colliers de fleurs, des trucs comme ça. Je pensais que c'est ça, moi. Moi, j'ai déjà fait ce genre d'aventure en Népal en 2017, mais ça s'est plutôt mal terminé, puisqu'à 4200 mètres, j'ai eu un accident et j'ai dû être rapatrié en hélico. Et Polo, Comment tu t'es préparé? En vous voyant vous tous vous préparer, je me suis dit bon, il faudrait peut-être que je m'y mette un petit peu. Je suis sorti 2-3 fois avant de partir au Kilimanjaro. Ça a été ma préparation physique pendant une semaine. T'es sorti, c'est-à-dire? Je suis sorti. En cours, on est sorti. En sortie en cours, bien évidemment. voilà. Donc, clairement, une équipe de bras cassés. La veille du grand départ, on se retrouve à l'hôtel avec notre guide qui nous explique les différentes étapes du trajet, les conditions de vie sur les camps et les dangers liés à l'altitude. Et ça, c'est la tête de Griff quand il commence à comprendre le bourbier dans lequel il va. On aura donc un guide principal, qui s'appelle Loï, assisté de 2 guides, Manuel et Logan, et d'un traducteur, Innocent, si on se retrouve dans une situation grave et qu'on est incapable de parler anglais. L'avantage d'avoir autant de guides avec nous, c'est que si l'un de nous abandonne, il pourra descendre avec un des guides et les autres pourront continuer. Comme ça enlève un peu de pression pour ceux qui galèrent. Ensuite, le guide vérifie nos sacs. S'il manque quelque chose, on peut le louer sur place. Hors de question de se rendre compte d'un oubli une fois en haut. Et il y a beaucoup de matos à vérifier, parce que niveau météo, on passe de 35 degrés au sol à -20 au sommet. On est joueurs, donc ça devient un concours entre nous. Qui sont les bons et les mauvais élèves? T'as pas? T'as cru que t'allais où à la plage en fait? C'est quoi? C'est pas les vacances à Saint-Tropez ou c'est quoi? Il a pris les chaussons de chez lui. T'as pas l'impression d'en faire un peu trop là? Non, c'est parfait en fait. Une fois qu'on a bien galéré à tout mettre dans nos sacs, on profite de notre dernière nuit à l'hôtel parce que demain, c'est le grand départ. Ça y est, l'aventure commence. On part de l'hôtel en bus pour atteindre la Machame Gate qui est le début du chemin. Il n'y a pas de problème. Une fois arrivés, les guides récupèrent nos sacs et préparent le matos de leur côté. Ça va prendre à peu près 2 heures, donc on se pose au soleil en attendant et le docteur Karash se met à nous étirer. Là, moi, je voulais me mettre à la place des autres touristes ou des guides qui nous voyaient, qui disaient mais c'est qui ces cons de français? Et pour le fun, on décide de chacun faire un selfie pour comparer nos têtes une fois de retour. Profitez bien de ces sourires de bon con, parce que ça va pas durer. 1 heure de marche après, il pleut déjà. Tout est humide, tu sens que t'avances dans l'humidité, t'es Ça pas glisse fin, ça un peu, glissé. pas vraiment, ça colle un peu. Heureusement, ça dure pas toute la montée, et après 7 heures de marche, on finit par arriver au premier camp. Et là, c'est ouf. Voilà, j'ai vraiment pris une claque d'orga, quoi. On découvre donc notre camp et les différentes tentes, mais surtout, on découvre toute l'équipe. Il y a des porteurs, il y a un cuisinier. Donc en fait, au moment où on arrive, on voit qu'il y a la tente spéciale pour la cuisine, la tente où on va manger et tout. Et c'est vrai que c'est une dinguerie. En gros, chaque camp est composé comme ça. Nos tentes pour dormir, une tente pour se poser et manger, une immense tente pour la cuisine, une tente pour les porteurs, des tentes pour les guides, et la surprise du chef. On avait une tente et il y a des vraies toilettes dedans. Ah, c'était Vraiment génial. des vraies toilettes. C'était génial, ça c'est franchement... T'es posé, t'es assis quoi. Et c'est con, mais des vraies toilettes, ça change tout pour nous. Le système est génial.
En gros, pour expliquer le mécanisme, c'est qu'il y a les toilettes et il y a un bac en bas. Il y a même une chasse d'eau avec, avec un truc qui désinfecte, qui sent bon et tout dedans. Et ensuite, tu fermes ta trappe et c'est fini. Bref, on est tous fans de nos toilettes, sauf peut-être Griff. Vous vous souvenez de sa tête quand il découvre les différentes étapes de la semaine? Et bah voilà sa tête quand il découvre le camp. On marche un peu, il y a des pina coladas, on boit des coups, il y a des colliers de fleurs, des trucs comme ça, je pensais que c'était ça moi. Bref, on a donc 3 tentes et on est 5. On fait un jeu pour définir qui veut avoir une tente pour lui tout seul, et je gagne le jeu. Je suis trop content, je vais passer une nuit de ouf. Chacun fait sa petite toilette, se change, et Polo nous sort le caleçon du séjour. Le caleçon est incroyable. Putain, qui m'a offert ça. C'est incroyable. À ce moment-là, tout va bien, mais 1 heure après, on se pose dans la tente pour manger, et de nulle part, on commence à tous avoir mal à la tête. Putain, là on vient de faire 1200, on est qu'au début, ça tape aussi fort comme ça, tu dis bon ok, tu dis tu l'excuses, c'est le premier soir, mais c'est vrai que t'appréhendes un peu les jours d'après quoi. Tu te dis si c'est comme ça à 3000 mètres, qu'est-ce que ça va être dans 3000 mètres en fait? Pour se rassurer, chaque soir, on a un check de santé. Notre guide nous pose des questions sur notre état physique et prend notre battement par minute et le taux d'oxygène dans le sang. Ça va lui permettre de déterminer si on s'acclimate bien. Moi, il y a un truc qui me rassurait, c'était la garantie de si on a un bon taux, c'est qu'on est apte, donc il y a 0 problème. Et si on a un mauvais taux, on nous dit de stopper et d'arrêter. Notre guide nous rassure, après une bonne nuit de sommeil, le mal d'altitude devrait passer. Je me couche, et en fait, je vais passer une des pires nuits de ma vie. Parce qu'en plus du mal des montagnes, il y a un petit élément qui se rajoute. Dans certains pays comme la Tanzanie, il est conseillé de prendre un traitement contre le paludisme, maladie potentiellement mortelle transmise par les moustiques. Et ce traitement, il a des effets secondaires assez vénères. C'est la frayeur. Moi, c'était mon cauchemar. Moi, à ce moment-là, c'est mon cauchemar de me dire si j'ai la diarrhée pendant la montée, c'est le pire truc que tu peux avoir. Et bah, devinez quoi, c'est exactement ce qui va se passer. Je dors par intermittence, et au total, seulement 1h30. Comme j'ai gagné la tente tout seul, je peux rien partager, je peux pas être rassuré, et je commence à rentrer dans une phase très bizarre de déprime. Pour avoir dormi seul aussi, c'est vrai que dès que tu commences à avoir un doute ou un petit manque d'oxygène ou un truc comme ça, c'est fini, tu pars dans la spirale infernale tout seul. Et à partir de minuit 30, j'envisage complètement d'abandonner. Parce que je me dis, 3000 mètres d'altitude, je suis dans un état de merde, jamais je vais tenir. Et là en fait, il commence à y avoir un truc qui est super vicieux pour l'esprit. Et en fait, je rentre dans un truc où je suis en train de, moi, pour essayer de me sentir mieux, de me dire, ok, je vais descendre. Dans 10 heures, je suis dans mon lit, dans une piscine et tout. En fait, j'avais besoin de ça pour essayer d'aller mieux parce que j'étais vraiment dans un truc de, c'est foutu. Mais il y a un truc normal de ton corps il souffre, évidemment que ton cerveau envoie l'information de il faut rentrer. Il faut rentrer. Ouais. C'est là où je pense la nuit a été vraiment horrible pour toi dans le sens où tu t'es conditionné tout seul face à toi-même, à te préparer à ça, à te préparer aussi à notre déception, à ta déception personnelle. En fait, disant, après cette nuit, je me suis dit plus jamais je dors seul. Mais ouais, c'est ça. Au réveil, je suis au plus mal et je débriefe les copains. J'ai dormi 1h38 et donc en orange c'est quand je suis debout, donc tu peux savoir ce que j'ai fait. J'ai chié. Et je suis apparemment pas le seul. C'est la pire nuit que j'ai passée de ma vie en fait. On va rentrer. Moi j'ai dormi comme un bébé, écoutez-moi bien, j'ai mieux dormi que les 3 premières nuits dans des hôtels. T'as dormi combien de temps? 3 heures, gros mal de tête, mais franchement ça va. Quentin, t'as dormi comment toi? Très très bien, jusqu'au matin, enfin ce que je croyais être le matin, jusqu'à ce que je check l'heure, qui était en fait 2h du mat. Je vais voir le guide qui m'explique que si je veux abandonner, je vais devoir redescendre le trajet qu'on a fait hier et ça va me prendre 5 heures. Mais si je force un peu, aujourd'hui on marche 5 heures et au camp où on va, il y a une route donc je pourrais descendre en voiture si vraiment j'en peux plus. Et c'est là qu'il m'a eu et ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé parce que du coup, je me suis poussé. La motivation revient, le docteur Karash me file ses médocs, la journée va être horrible, surtout que je suis pas le seul en galère. Tu m'as inceptionnisé pendant le truc quand t'étais mal, tu disais je rentre à l'hôtel, je rentre à la piscine, machin et tout. Totalement mindfuck, ouais. Ce soir, petit hôtel. Avec la pistoche là. Petite pistoche. Et on commence à marcher, donc je sentais que c'était en train de grandir en moi. On passe à côté à un moment d'un truc où il y a un peu du vide, moi j'ai le vertige. Je regarde ça et là j'ai une espèce de prise de conscience de... Gars, ça fait 14 heures que je marche. On n'est pas du tout près d'arriver. C'est loin, c'est haut, j'ai pas d'air. Je me fais chier, j'ai pas envie d'être là. C'est une catastrophe. Là, c'est mon premier craquage. On essaye tous de le motiver à continuer, au moins jusqu'au camp. Arrivé à Chiracamp, de mon côté, ça va mieux.
Et sur la voie Machamé, beaucoup de personnes abandonnent le premier ou le deuxième jour. Donc je me dis qu'on a fait le plus dur. Demain, on va monter jusqu'à 4600 mètres à la Tower pour y déjeuner, avant de redescendre à 3800 pour y passer la nuit. Et je me dis que si j'arrive à passer la Tower, après, on reste globalement à la même altitude jusqu'à l'ascension finale. Donc pour moi, tout va jouer demain. Je sens que Griff, il est dans un sale état et je tente de le remotiver pour qu'il reste avec nous une journée de plus. Un peu comme ce que les gars ont fait avec moi le matin. Tu me dis qu'on peut abandonner, que tu viendras avec moi, que c'est pas grave et tout. Ouais. Et le fait que tu me dis ça, à ce moment-là, ça m'a vachement réconforté. Et en fait, on arrive à se motiver un peu tous les deux, à se dire, viens, on passe la nuit, on voit ce que ça donne et on redémarre. Un autre élément déterminant, c'est que comme on est arrivé plus tôt dans l'après-midi, on va pouvoir prendre le temps de discuter avec l'équipe et découvrir ce que chacun fait. Et c'est fou. Ils sont au total 25. Il y a donc 3 guides, un traducteur, 15 porteurs, un gars chargé des toilettes, un gars chargé du camp, 2 cuistots et 2 assistants cuistots. Et en parlant de la cuisine, on en profite pour la découvrir. Les repas qu'ils nous préparent sont incroyables, on est à 3800 mètres d'altitude et on a des pop-corn et des vrais plats. Les gars nous régalent. Mais les repas, c'est monstrueux. Tu dis jamais, jamais je me suis dit qu'on allait manger ça, quoi. Une fois le dîner terminé, on fait une petite partie de cartes et on va se coucher. Troisième jour, tout se joue aujourd'hui. Si on passe la Tower, pour moi, on peut aller au bout. Tout va mieux. Il fait beau, on a bien dormi, les effets secondaires ont disparu, on a tous une surmotivation soudaine. Bah ça va en fait, ouais il fait beau, c'est sec. Même comme ça il fait bon, là. Quand on démarre cette journée, on est en mode oh là là, mais c'est la meilleure des journées. On chante, on rigole On et est tout. comme des fous. Jusqu'au sommet. Pour moi il y a les portes du sommet pour moi à ce moment qui s'ouvrent comme ça et je le vois qui dit, je dis bah c'est bon. C'est parti. On se dit tous que finalement c'est assez simple, on va y arriver facile. Let's go. Ou peut-être pas. Il y a de la brume, il commence à y avoir des trucs rouges, ça devient le Mordor, le machin. Il fait froid, il y a du vent et tout, et en fait, ça touche le moral de ouf. Ça joue tellement mentalement, en tout cas, sur ton parcours. Il suffit que la météo change et tout change. Les heures passent, on monte beaucoup ce jour-là. Physiquement, on commence à ressentir l'altitude. Le gars, il voit le truc vert, il dit bah regardez, c'est là, la tente, c'est là le camp. Exactement. Je dis bah magnifique, on y est dans combien de temps dans 10 minutes, même pas. 1h30 de marche pour y arriver. On arrive à la Tower, à 4600 mètres, soit quasiment la hauteur du Mont Blanc. Je commence à me dire que je peux aller au bout, et ça part en petite chialade. C'est beau. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, c'est beau. Jusqu'à la fin, les frères. Tout le monde est fatigué, mais content de l'avoir fait. Sauf peut-être... Et moi, c'est le moment où ça commence à pas aller du tout, j'ai plus d'air, et surtout, je trouve aucun sens à ce qu'on est en train de faire. Le mal d'altitude à 4600 mètres devient très violent. Et là, en haut, je commence à avoir mal de tête. Et petit à petit, on se rend compte que c'est pas le seul dans cet état. J'ai jamais eu aussi mal de tête de ma vie. Mais c'est quoi, là tu m'as fait peur parce que je t'ai pas vu comme ça pendant toute l'aventure et là je dis ah putain, c'est-à-dire que là si toi tu tombes, j'ai fait C'est vraiment effectivement comme un arceau qui est autour de ta tête et tu sais que vraiment on visse, on serre, ça te fait mal, mais on va continuer à serrer, ça serre et ça n'arrête pas et ça serre et c'est un mal de crâne mais abominable. Oh putain, c'est chaud. Au-delà de 3500 mètres, c'est hyper fréquent d'avoir des symptômes de mal des montagnes. Tu peux avoir des gens qui deviennent incohérents, qui changent de caractère. Ah c'est terminé. Non. Je me casse, bande de chiens. C'est de la grosse merde votre séjour. J'ai mal partout. Tu craques, mais tu craques en faisant des vannes, donc en fait nous on prend pas encore au sérieux le truc. Et de ma mère, je me casse en voie arrière. Je me casse en scooter. C'est pas ici. Arrêtez avec ça. On finit de déjeuner et on repart vite pour redescendre et récupérer de l'oxygène. Et dans notre état, le chemin devient de plus en plus difficile. C'est un terrain à moitié éboulé, tu poses le pied sur un rocher et le truc s'effondre. J'ai le vertige. À un moment, je sais pas, je fais une marche de 20 cm, un truc même pas ouf quoi. Et snap, off. Là, je pète un câble. Là pour moi c'est le moment où t'as perdu définitivement. Là, ce que je viens de sentir là, plus jamais je le veux dans toute ma vie en fait. C'est-à-dire que même s'il y a 1 million d'euros au sommet du truc, j'y vais pas, je dégage. On finit par descendre et arriver au camp.
et on se dit que peut-être une fois la nuit passée, Griff va retrouver la motive. Mais contrairement à la précédente, celle-ci va être beaucoup moins reposante. On est à 3950 mètres et la nuit, elle est glaciale. Il fait -7. Au réveil, on découvre les tentes gelées et surtout, on découvre ce qui nous attend, le mur de Barranco. C'est l'endroit où il y a le plus d'accidents sur le trajet. 150 mètres de hauteur avec certains passages qu'il faut escalader. C'est que des cailloux à pic comme ça, c'est noir et tout, franchement c'est flippant. Donc évidemment, entre le mal d'altitude, la nuit glaciale et le vertige face au mur qu'on va grimper, cette fois c'est sûr, Griff décide d'abandonner et redescendre. Moi ça me fait un petit truc de vous voir partir. C'est pas tellement pour le truc de j'abandonne le Kili, parce que ça m'a pas tellement touché. C'est plus de vous voir partir et de voir les 25 porteurs qui s'affairent à ranger tout le camp et tout, et à me dire putain on a mobilisé toutes ces ressources et je les laisse un peu. L'équipe subit donc son premier abandon. On perd notre Griff. Mais pas le temps pour les sentiments, le mur de Barranco nous attend. Sur les 4 heures de la journée, on va avoir 1 heure pour grimper cette partie. Alors c'est pas de l'escalade, mais il y a quelques passages où je me suis vraiment dit ah ouais, s'il pleut, si ça glisse, ça mériterait un petit casque ou un moment quand même. Ouais. Et pendant ce temps-là, les porteurs passent, te doublent, et là toi t'es en train de te dire bon faut pas que je tombe et tout, et lui je l'escalade le truc. Il y a même un passage où on est tellement proche des rochers pour ne pas tomber qu'ils l'ont appelé le rocher du bisou, puisqu'on est obligé d'embrasser le rocher pour avancer. Et après 1 heure de montée, on finit par arriver en haut, on a enfin passé le mur de Barranco. Et à ce moment-là, on peut pas s'empêcher de penser à notre pauvre Griff, qui doit galérer aussi. Tous mes symptômes ont disparu, mes migraines, mes nausées, mes diarrhées, enfin tout a disparu. Pour la suite, je vais accélérer un peu le rythme parce que les journées commencent à se ressembler. On marche encore 3 heures, on arrive au camp, on déjeune encore un plat de ouf, on passe l'après-midi à jouer dans la tente et on profite de notre dernière après-midi de libre parce que demain soir, ce sera le moment qu'on attend depuis des mois, l'ascension finale. Et pour bien nous préparer, l'équipe nous concocte un dîner incroyable. Et là, il se pointe avec un plat plus grand que l'impression des autres jours, alors qu'on était moins. Et il nous sort le combo gagnant, fajitas al del Paso, avec guacamole, petite sauce, petit riz. Chaque jour, c'est incroyable. Il fait frérot, fais-moi ton assiette du chef, je la prends et je la mange. Tu t'éclates le bide. Et je m'éteins en 2 secondes et je dis merci, tu m'as régalé. Vous commencez à connaître cette petite musique, c'est la musique du regret. Et le Polo, il va en avoir beaucoup sur ce dernier repas. Je commence à passer une nuit compliquée. Et cette nuit-là, je vais la passer avec lui et on va faire une deuxième erreur fatale pour la suite. Comme on a très peu marché de la journée et qu'on a passé l'après-midi à rien faire, on se couche tôt et on se réveille très tôt, trop tôt. À 2h du matin, on est tous les deux debout, en forme. Et on a une idée alors très con. Toute la semaine, on s'est habitué à se coucher vers 20h, mais demain, pour arriver au sommet au lever du soleil, on va devoir monter à minuit et donc dormir l'après-midi. Donc pour se fatiguer au maximum, on se force à rester éveillé et on se lance une série téléchargée sur Netflix. Quelle idée de con. Quelle idée de con. Les gars, vraiment, on dort pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? On finit par se coucher vers 4h du matin, fiers de notre trouvaille, sans savoir qu'on allait la regretter dans quelques heures. Good morning, everybody. Day 5. Ce matin, même si on est tous fatigués, on a plutôt le sourire. Ce soir. Dans 18h, c'est l'ascension finale et avant ça, on a une petite marche de 3 heures pour arriver au camp de base, le bar à Foucamp. On va profiter de la journée pour se faire une dernière petite toilette, manger et surtout faire la sieste pour être en forme ce soir. Sauf que à 4600 mètres, au soleil, il fait très chaud. Et les tentes, elles ont un truc qui fait que ça garde la chaleur, donc il fait beaucoup trop chaud, on n'arrive pas à dormir. Et quand un nuage passe, la température chute de 30 degrés. -8, -10, je sais pas ce qui se passe. En vrai, je crois qu'on a dû dormir peut-être 1 heure sur l'après-midi. On dort très peu, mais ça peut pas être pire que notre pauvre Griff à l'hôtel qui doit regretter de pas être avec nous. Le soir, notre guide nous fait passer une dernière fois le test du taux d'oxygène dans le sang et Polo, qui a très peu dormi avec moi, est pour la première fois proche des 70%. Oh, c'est très bas, hein. 70% là, même à 5000 mètres, au repos, c'est hyper bas. Je sais pas ce qu'il y avait un petit degré d'œdème pulmonaire mais ouais, quand tu vois 70%, tu te dis waouh, t'es quand même pas super bien acclimaté. On tente de se recoucher et Polo est de plus en plus mal.
Et là, je suis en PLS total. J'arrive pas à dormir, impossible. J'ai mal au ventre, j'ai des crampes d'estomac, mais comme jamais. C'est pas un peu de stress aussi? Non. C'est physique? C'est ça le stress. Et histoire de nous faire galérer jusqu'au bout, on est en pleine tempête. Impossible de se rendormir. On se pose même la question de se dire mais ils vont annuler parce qu'en fait là il y a trop de vent, c'est impossible, tu tiens pas debout. Ok, let's go. 23h, ils viennent nous réveiller, t'as dormi même pas une heure dans la journée. J'ai même pas dormi. Ouais. La tempête s'est pas du tout calmée, il fait -8 dehors, ressenti -20 et on se prépare à sortir. Polo, il est pas au top. Toi, ça va? Ouais, j'ai mis une heure. Ouais, pareil. Et je me souviens qu'on est dans la tente, on se regarde, on se dit les gars c'est maintenant quoi. Il y a un peu ce côté, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pour maintenant. Pour là, ça se joue là en fait, tout le reste sinon ça comptait pas quoi. Moi je suis complètement prêt. Et je sais pas ce que ça va donner dans 1 heure, dans 2 heures. T'es prêt Karash? Il faut hein. Parce que là en gros, on doit marcher 5 heures sous le vent de ouf. Avec a priori pas de pluie et au pire des cas c'est de la neige. Mais il fait très très froid. Et c'est en montée de ouf. On est à 4006 et on va jusqu'à 5008. Et on en a pour 7 heures de marche. Voilà. Évidemment de nuit, sinon ce serait pas drôle. Quentin, t'es comment? En vrai, je suis bien. Polo, qui n'a pas du tout dormi, finit par nous rejoindre. Et on sent qu'il est vraiment pas au max. Je suis complètement KO, j'ai pas dormi, j'ai plus rien en moi et je me dis faut que je mange un truc. Sauf que je suis dans la capacité de manger quoi que ce soit. Je vais prendre de l'eau, je vais mettre un peu de sucre et allez, je pars avec ça dans le ventre et on verra. Minuit, on part. On va en avoir pour 7 heures de marche, le but étant d'arriver au sommet pour le lever du soleil. Et on commence à marcher et il y a un vent de fou. Moi très vite je rentre en pilote automatique à me dire c'est un pied devant l'autre et tu réfléchis pas, tu vois rien. Au bout de 30-40 minutes de marche, Polo tombe au sol. Je tombe par terre et je vomis tout ce que j'ai bu. Après une pause pour récupérer, on repart et ça va devenir de plus en plus compliqué pour tout le monde. J'avais la montre, donc je voyais, je suivais le truc, et effectivement j'étais dans ce truc, allez putain, là peut-être que ça y est, là le soleil va arriver. Je regarde l'heure, 2h du mat. C'est tellement déprimant parce qu'on se rend pas compte de ce que c'est d'être dans le noir, dans le vent, 1 heure. 2 heures. 3 heures. 4 heures. On se rend pas compte à quel point c'est interminable quoi. Et j'étais juste derrière Karash et je voyais juste ses pieds qui avancent et toutes les 15 minutes je levais la tête, ça me démotivait de ouf, je rebaissais et je commence à avoir des hallucinations où en fait ce qui se passe c'est que la frontale des gens à chaque fois qu'elle tourne ça fait des ombres parce que du coup elle fait un petit mouvement et en fait ça fait des ombres au sol et j'ai l'impression que c'est les petits chiens qui gambadent autour de moi. Il y a Polo qui était devant moi à un moment donné et je le vois qui appelle Karash, il dit « Hey Quentin !» Polo m'appelle par le mauvais prénom déjà en fait finalement et il me dit tout en titubant, en tenant pas trop debout comme ça, il me fait ouais en fait c'est trop dangereux parce que les gens ils s'endorment en fait. Et je fais mais tu t'endors? Il fait non mais les autres gens ils pourraient s'endormir et du coup ça pourrait être dangereux. Je fais ouais ok, donc là il est en train de dire n'importe quoi et je mets un petit warning je fais les gars, Polo c'est un peu flippant, le guide va te voir et il dit est-ce que ça va? Et évidemment tu lui dis nickel. Le soleil commence à se lever et on n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Un peu froid, un peu fatigué. Jusqu'au bout, c'est dur. Vers 6h50, on arrive enfin au sommet. Et toutes les galères de la semaine et de cette ascension finale qu'on a connue, on les oublie instantanément. Une petite larme en arrivant. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'était pour ce moment-là et on y arrive enfin tu vois. Enfin moi c'est ce moment-là qui m'a fait du bien de ouf quoi. J'étais trop heureux et trop heureux qu'on soit là, qu'on l'ait fait. Et... On a atteint le mont le plus haut d'Afrique, on a réussi. En haut, la vue est magnifique. C'est trop beau en fait parce que t'as cette lumière orange qui se lève sur les glaciers blancs et tout, c'est trop stylé. Vers 7h du matin, on commence à redescendre tranquillement. On s'arrête à Stella Point pour faire une petite pause et on se rend compte que Polo est de moins en moins cohérent. En gros, quand on arrive à Stella Point, tu dis à un de nous, tu dis « Les gars, faut qu'on monte au Kili, faut qu'on prenne la photo. » On venait de prendre la photo. On commence à comprendre que Polo est vraiment pas bien et qu'il nous l'a caché pour pas nous stresser. Ça va mieux? Ah ouais,
Il y a un moment donné où tu prends plus conscience que tu aggraves les choses en fait. Tu veux pas être celui qui ralentit le groupe, donc en fait tu tais un peu tes symptômes et ça c'est un truc classique. Hein. Plus ça allait, plus tu perdais la mémoire. Parce que moi je me souviens qu'à un moment donné quand on s'est arrêté, je t'ai dit Polo c'est quoi ton dernier souvenir? Et ton dernier souvenir c'était ce matin quand on a commencé à monter. Mais alors toute l'ascension, le kili et la descente, tu t'en souvenais plus du tout. D'avoir des troubles de la mémoire instantanés, c'est des signes neurologiques qui permettent de dire que tu supportes mal et que tu as un petit œdème cérébral qui commence à s'installer. Toi tu es dans un état où tu es tellement fatigué que tu n'arrives plus à marcher. Ouais. Donc en fait tes pieds traînent au sol, donc ils sont en train de tirer. Le guide normalement il doit pouvoir repérer celui qui n'arrive pas à rester à marcher sur une ligne droite par exemple. C'est le signe le plus précoce et le plus visible d'œdème cérébral comme ça. Et là, notre guide qui comprend ce qui se passe vient me voir. Je vois la tête de Loïc, notre guide, qui nous fait comprendre qu'il faut vraiment descendre très vite. Et là, je me dis, putain, si lui, pendant 7 jours, il était à la cool et tout, si là, il panique, c'est qu'il y a un vrai problème. Et là, je tourne la tête et je vois nos 2 autres guides qui prennent Polo, l'embarquent comme ça et qui courent littéralement en descendant. Les gars, déjà, ils me serrent à fond les bras. Ils me les écrasent, quoi. Et à ce moment-là, Polo devient plus du tout lucide et nous parle de projet pro à 5000 mètres d'altitude. Donc il me dit, il faut leur dire qu'ils arrêtent de me serrer les bras parce qu'il faut changer le lien de la vidéo. Des gens qui deviennent incohérents, qui changent de caractère. Ça peut vite dégénérer, donc il faut vite descendre ou vite se réoxygéner. Ouais. On n'imagine pas à quel point c'est effrayant de voir ton ami qui te parle avec le plus grand des sérieux, qui dit n'importe quoi et qui est vraiment premier degré, zéro vanne et qui te raconte vraiment n'importe quoi et c'est absolument terrifiant quoi. Ça ressemble à un AVC le truc. On commence à se souvenir de l'histoire du judoka qui est mort quelques années plus tôt et qui a vécu exactement la même chose. On a tous les flashs du judoka qui a eu ce genre de problème et on se dit ça va être un légume en fait. Non, en fait, on savait pas si c'était irréversible, on savait pas ce qui se passait. Il n'y a pas de séquelles à long terme si tu descends, mais si tu es au stade d'œdème cérébral, au point d'avoir des troubles de la conscience, d'être évacué, etc., tu peux garder des séquelles de quelque chose. Faut qu'on trouve un docteur. Est-ce qu'il y a un docteur au camp? Il fait non, il n'y a pas de docteur au camp. Je fais comment ça? On est 4006, c'est quand même un truc. Faut qu'on trouve un docteur, faut qu'on descende au camp et qu'on demande s'il n'y a pas parmi les touristes et tout des docteurs, etc. Parce qu'on apprend un truc que moi je savais pas, c'est qu'il y a 0 poste médical sur le Kili. T'es livré à toi-même en cas de problème. Soit t'as de l'oxygène, tu peux réoxygéner les gens sur place, soit tu les fais descendre. Faut perdre au moins 1000 mètres de dénivelé pour que c'est un effet significatif. Faut qu'on trouve une solution pour descendre le plus vite possible. À un moment donné, on dit ok, faut qu'on appelle l'hélico. Mais le guide nous fait comprendre que l'hélico mettra trop de temps, il faut l'appeler, vérifier la météo, prévenir les assurances et on n'a pas le temps pour ça. L'équipe décide de lui mettre une bouteille d'oxygène. À la base, on devait descendre et déjeuner au camp, mais on décide de pas s'arrêter et continuer à descendre jusqu'au camp à 3000 mètres pour y passer la nuit. Et après 7 heures de montée et 3 heures de descente, il nous reste encore 4 heures pour atteindre le dernier camp. Au total, on a marché pendant 14 heures en ayant dormi 1 heure la veille en s'étant levé à 23 heures. C'est ça, en gros c'est ça. Tu donnes toute ton énergie quand même pour l'ascension finale. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément à cette descente qui est longue, qui est dure en plus pour les jambes et tout. Au bout de 2 heures de descente, Polo commence à aller de mieux en mieux et à retrouver la mémoire. Plus on descendait, plus tu commençais à te souvenir de ce que tu avais fait. Ouais. Je savais que je disais de la merde. J'avais conscience que je vous disais n'importe quoi en fait. Après 14 heures de descente, on arrive enfin au dernier camp. Et pour finir sur une note un peu plus fun, vous vous souvenez les selfies qu'on a pris le premier jour? Et voilà ce que ça donne après l'ascension. Dernier jour, après une nuit bien méritée, on a une petite surprise au réveil. L'équipe chante pour fêter avec nous l'ascension. Et sans eux, faut être honnête, on n'aurait jamais réussi. On l'a fait grâce à eux en fait aussi. Au-delà du physique, il y a vraiment juste l'aspect mental. Ils jouent un rôle hyper important sur cet aspect-là quoi. À chaque fin de journée, quand tu arrives au camp, ils sont là, ils t'applaudissent et tu les checks, etc. et tout. Donc tous les soirs, pendant 6 soirs de suite, tu recroises les mêmes têtes qui te félicitent, etc. Donc il y a un petit attachement quand même, en mode à chaque fois que j'ai réussi, ils étaient là, quoi. Petit moment d'émotion sur le départ de l'équipe. On sera passé par toutes les émotions, mais avec du recul, c'est sans doute un des plus beaux voyages de notre vie.